On va commencer. Bonjour à tous. Merci de vous joindre à nous pour cette série de conférences en éthique de la santé qu'on reprend après une pause. Et je dois dire que maintenant, dans un tout autre contexte, mais où l'éthique de la santé est ô combien importante. Je me nomme Éric Racine, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis prof titulaire de recherche ici à l'Institut de recherche clinique de Montréal, puis responsable de cette série. Je tiens à remercier d'avance tous nos conférenciers, ceux de l'an dernier, ceux de cette année, et aussi à Mariana Correro et Amélie Lantaigne qui nous aident pour rendre cette série incroyable. J'introduis aussi aujourd'hui Simon Sangor, qui est un nouveau chercheur postdoctoral à l'unité de recherche ici à l'IACM. Simon est sociologue de la santé formé au Sénégal, en France et maintenant au Canada. Et il va animer cette série à compter de peut-être dans une minute ou deux. Et donc, va prendre le leadership pour la coordination, l'animation de la série. Donc, merci Simon et j'espère à tout le monde de tout cœur que vous avez la force et la résilience de bien prendre soin de vous et de ceux autour de vous en ce moment. Donc, je laisse la parole à Simon et je vous souhaite de très bons échanges et discussions aujourd'hui et dans le cadre de cette série. Alors, bonjour et bienvenue à tous ceux qui sont ici pour la poursuite de notre série de conférences 2019-2020. Donc, je souhaite également la bienvenue aux personnes qui font partie de l'équipe d'éthique clinique du CHU de Sainte-Justine. Et je voulais juste dire que cette série de conférences est organisée grâce à un partenariat avec l'IRCM, l'Institut de recherche clinique de Montréal, le, comment dirais-je, le bureau d'éthique clinique de l'Université de Montréal et avec le soutien de la fondation de l'IRCM. Et donc, comme l'a dit Eric tout à l'heure, moi, je suis chercheur postdoctoral donc à l'unité de recherche en éthique pragmatique de la santé et je suis sociologue de formation. Et dans le cadre de mon projet, je m'intéresse un peu au développement de théories et de concepts pour enrichir un peu l'éthique pragmatique. Et donc, ce thème du dialogue, c'est quelque chose que nous avons entamé donc dans le cadre de notre série 2019-2020 et c'est la raison pour laquelle nous vous invitons, nous avons invité la professeure Jocelyne Saint-Arnaud de la faculté des sciences infirmières de l'Université de Montréal qui est également professeur associé à l'École de santé publique et chercheur associé au Centre de recherche en éthique et Institut de recherche en santé publique de l'Université de Montréal. Alors, la professeure Saint-Arnaud travaille sur des thématiques comme les processus décisionnels et travaille sur l'éthique organisationnelle, également sur l'éthique clinique et elle a siégé dans plusieurs comités d'éthique. Donc, nous, la raison pour laquelle on a choisi de travailler sur le dialogue, c'est qu'au Québec et ailleurs au Canada ou encore dans le monde, nos systèmes de santé sont en face de grands défis, et surtout qui sont liés à l'orientation, aux orientations qui sont faites par rapport à des ressources rares. Et il y a aussi le fait qu'il y a une quantité énorme de données provenant de données scientifiques qu'on doit intégrer dans le système de soins et dans les programmes. Et autre chose, c'est que aujourd'hui, plus que jamais, il y a les patients et les proches qui sont intéressés, qui veulent s'impliquer davantage dans le système de soins, dans ces processus décisionnels liés à leur santé. Donc, c'est un peu la raison pour laquelle nous avons choisi de nous intéresser à cette thématique, à ce thème qui est le dialogue.
Et nous pensons que la professeure Jocelyne Saint-Arnaud va nous apporter des éléments de réponse et nous aider à réfléchir sur cette thématique. Donc, sans plus tarder, nous allons lui donner la parole. Mais je voulais juste préciser qu'il y a, pour les questions, j'invite les personnes à utiliser le chat pour poser leurs questions. Et c'est le professeur Eric Racine qui se chargera de les transmettre à la professeure Jocelyne Saint-Arnaud à la fin de sa présentation. Donc, voilà, je vous donne la parole, professeur Saint-Arnaud. Merci beaucoup, merci, Monsieur Sangor. Et puis, bonjour à tous, même si je ne vous vois pas tous, mais ça me fait plaisir d'être ici avec vous. Vous aurez compris que je suis une fausse retraitée et puis que je continue à travailler sur la question de la limite des ressources parce que ça a été, durant toute ma carrière, une préoccupation que j'ai eue. Donc, sans plus tarder, je commence parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire. Alors, tout d'abord, le contexte, en fait, de la pandémie qui nous révèle certaines failles du système de santé publique et du système de santé québécois aussi face à la limite des ressources. On va traiter de l'impact de la limite des ressources sur le système de santé québécois. Ensuite, de la détresse morale, les différentes définitions qu'on y apporte et des facteurs de risque tels que indiqués par des résultats d'études quantitatives et qualitatives. Ensuite, nous verrons quels sont les impacts de la détresse morale sur le personnel soignant. Nous nous intéressons ensuite à la gestion des soins de santé et à la tension des rôles qui s'exercent, aux enjeux éthiques en gestion et évidemment de ce qui est attendu des gestionnaires pour résoudre les problèmes d'éthique. Je vous dirais que c'est assez considérable comme attente. Nous ferons ensuite des recommandations pour traiter des problèmes éthiques, prévenir la détresse morale et les impacts de la limite des ressources sur les soignants. Ensuite, parmi les recommandations, justement, je m'intéresse particulièrement à l'advocatie, à tous les niveaux décisionnels. En fait, il s'agit d'une responsabilité partagée et je suis très contente de vous offrir en dernière section un article que j'ai trouvé sur un service de consultation en détresse morale et les changements qui ont été observés à la suite des consultations qui ont été faites et qui va un peu résumer les différentes approches qu'on peut faire et les moyens qu'on peut utiliser aussi pour limiter les impacts de la détresse morale. Alors, je vous cache rien, des choses que vous savez, que la pandémie du coronavirus a mis en évidence des failles de notre système de santé, notamment en santé publique et aussi dans les CHSLD. Les failles de la santé publique, il fallait un peu s'y attendre à cause de réduction de budget qui est alloué à la santé publique durant les dernières années. L'intégration de la santé publique qui était pas mal indépendante auparavant, mais depuis la réforme Barrette qui est intégrée au CIUS et au CIS. Ce qui fait qu'il y a eu un manque de cohésion, de coordination entre les différents secteurs de gestion au moment de la crise, dans laquelle on est toujours d'ailleurs, hein, à propos de la pandémie, et des difficultés d'adaptation des interventions préventives aux besoins locaux et en temps opportun. En fait, la santé publique, ce n'est pas son habitude tous les jours de traiter des liens entre les indications qu'elle donne et les pratiques cliniques appropriées. Alors, ça, on a vu aussi qu'il y avait certains problèmes. On l'a vu, entre autres, dans les CHSLD où on a noté une absence d'un gestionnaire responsable sur place qui aurait pu coordonner les efforts. Un manque de personnel infirmier et de préposés en CHSLD. Moi, j'ai été étonnée de lire sous la plume de Venn dans Le Devoir il n'y a pas très longtemps. Vous avez toutes les références à la fin que les ratios en CHSLD vont de 80 à 110 patients par infirmière. Et puis, on sait qu'il n'y a pas trop non plus de médecins sur place.
Conditions de travail difficiles qui nuisent évidemment à la qualité des soins aux patients et aussi à la santé du personnel soignant. On s'en soucie de plus en plus de la santé du personnel soignant. Manque de soins, manque de médecins, mais aussi pas d'accès à des soins palliatifs. Moi, j'ai été renversée de voir qu'une personne qui demandait l'aide médicale à mourir, par exemple, on devait la transporter dans un centre de soins actifs pour qu'elle puisse le recevoir. Au fond, on s'est rendu compte que, encore de manière plus marquée avec la pandémie, que le CHSLD, de même que le CLSC, sont les parents pauvres du système de santé. Le système de santé québécois face à la limite des ressources, les transferts, diminution des transferts du fédéral aux provinces, ben, en fait, c'est qu'au début de l'assurance maladie, c'était 50-50 les frais qui étaient partagés entre le provincial et le fédéral. Maintenant, c'est autour de 22 %. Donc, ça fait une différence, évidemment. Ce qu'on a préconisé, c'est une méthode d'optimisation. Vous vous rappelez du dicton « faire plus avec moins ». De bonus à la réduction du temps hospitalier aussi, ce qui fait en sorte que les patients reviennent ensuite à l'urgence. Réorganisation du système de santé, j'en ai parlé tout à l'heure avec la réforme Barrette qui centralise les décisions au niveau des CIS et des CIUS. Une augmentation des ratios infirmières-patients et évidemment une clientèle plus âgée et plus malade qui nécessite plus de soins, comme la population vieillit, ben, les soins, évidemment, sont plus en demande à cause notamment des comorbidités quand on est plus âgé. Et bon, ce qu'on a considéré dans notre système de santé, plus de temps partiel et d'embauche occasionnelle, ça va jusqu'à 41 % d'après un document de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec. Recours à des agences dans le système public, non-remplacement du personnel en congé maladie, ce qui met le fardeau sur les autres, évidemment. Le temps supplémentaire obligatoire qui devient un mode de gestion. On parle souvent des heures supplémentaires, mais c'est plus des quarts de travail supplémentaires. Les préposés ont refusé d'en faire dans les derniers mois, et puis on sait très bien que les infirmières, ça leur est imposé depuis plusieurs années. L'engagement d'infirmières auxiliaires pour faire le travail d'infirmières licenciées dans la communauté et l'enseignement aux proches à domicile et de la présence des proches en milieu hospitalier. On a ouvert les heures de visite dans les hôpitaux. Ce n'est pas pour rien, c'est parce que quand les proches sont là, il y a une surveillance qui est effectuée de plus près. Alors, on arrive à la détresse morale. Ça se définit comment? Le premier qui l'a défini, c'est Jameson en 1984, comme un sentiment douloureux de colère, frustration, anxiété et déséquilibre ou plutôt déséquilibre psychologique engendré par une incapacité d'agir en accord avec la conscience morale à cause de contraintes institutionnelles. Alors, cette définition, c'est sûr qu'il y a eu plusieurs définitions, mais cette définition, elle est toujours pertinente, particulièrement en situation de limite des ressources. Et on a une autre définition par Sporon, où le professionnel de la santé a le sentiment de ne pas préserver tous les intérêts, notamment les intérêts du patient, n'est-ce pas, et les valeurs en cause. Et je dirais que la définition, parce que j'en ai examiné plusieurs évidemment, celle que je préconise, et c'est la dernière, sentiment d'atteinte à l'intégrité morale dans le cas d'une pratique non conforme aux valeurs et standards professionnels sous la pression de contraintes institutionnelles. Alors, les valeurs et standards professionnels, on les a notamment dans les codes de déontologie. C'est pourquoi, dans les pays scandinaves, par exemple, le code de déontologie est beaucoup plus utilisé qu'ici comme référence pour analyser et résoudre un problème d'éthique. Ici, c'est une citation de McIntyre, qui est un philosophe américain qui a écrit un livre qui s'appelle « After Virtue » et qui dit « Entrer dans une pratique, c'est accepter de se soumettre à ses standards. C'est soumettre son attitude, ses choix, ses préférences, ses goûts aux standards qui la définissent. » Autrement dit, la détresse morale, quand on en parle, c'est pas tant que ça dû à un sentiment personnel,
parce que, notamment dans la pratique, il faut mettre de côté justement ces valeurs et sentiments personnels au profit des valeurs de la profession. Et donc, le respect de ces valeurs-là, en fait, procure ce que McIntyre nomme des biens internes, c'est-à-dire la réalisation de soi, la satisfaction de son travail, et des biens externes, c'est-à-dire le bien-être et la santé des patients, mais aussi des groupes et éventuellement de la population en santé publique. Les valeurs, donc, d'une profession s'expriment notamment dans les codes de déontologie. Alors, il ne faut pas les oublier parce qu'ils peuvent nous aider aussi pour appuyer des arguments. Je vais y revenir là-dessus. La détresse morale a été d'abord étudiée chez les infirmières, mais de plus en plus, il y a des études qui se font sur la détresse morale dans d'autres disciplines, la médecine, la psychologie, l'inhalothérapie, le travail social, la gestion et même l'administration. Alors, plusieurs outils ont été développés. Moi, je vous en présente quelques-uns ici. Un premier pour évaluer la détresse morale des soignants, qui a d'abord été conçu par Corley en 2001 et qui a été révisé par la suite, c'est-à-dire qu'il y a eu une version plus synthétique et on a fait certaines modifications pour pouvoir l'utiliser auprès des autres professionnels que les infirmières. Alors, le MDS-R, ça s'adresse aux autres professions de la santé. Et il y a d'autres outils qui sont utilisés pour examiner le climat ou l'environnement de travail. Et puis, celui qui est utilisé surtout, c'est Olson, celui que vous avez en bas de la diapo, parce qu'il va réunir des items organisationnels et des items qui sont propres à l'unité de soins. Donc, maintenant, on a souvent les équipes vont utiliser les deux questionnaires, celui de détresse morale, celui du climat en milieu de travail, et ils vont faire des corrélations aussi entre les différentes réponses. Alors, qu'est-ce que nous disent les données d'études quantitatives face à la détresse morale? Le plus grand nombre d'études qu'on retrouve, mais ce n'est pas propre au Canada ou aux États-Unis. Il y a aussi des études qui sont faites dans les pays scandinaves et même aussi dans les pays africains ou asiatiques. Et donc, le premier élément mentionné ici, c'est climat ou environnement de travail. L'environnement de travail, en fait, il inclut des stratégies administratives et des politiques, des approches professionnelles et interprofessionnelles, traite de la satisfaction au travail, de la qualité des soins aussi. Et évidemment, maintenant, on a cette grande catégorie de climat en milieu de travail, mais ça dépend surtout des questionnaires qu'on utilise et qui portent là-dessus. Auparavant, on arrivait en premier, en fait, tous les problèmes financiers et institutionnels. On va les revoir d'ailleurs par la suite là, dans l'impact de la détresse morale. Ici, en deuxième lieu, on a toutes les contraintes exercées par les traitements qui sont perçus comme étant futiles en fin de vie et qui ne favorisent pas les meilleurs intérêts du patient en lui infligeant des souffrances inutiles. Alors, vous ne serez pas surpris de savoir qu'un très, très grand nombre d'études en détresse morale s'exercent auprès des équipes de soins intensifs et de soins critiques. Ce qui arrive par la suite dans les facteurs, c'est l'incompétence, les soins non sécuritaires, des soins qui ne répondent pas aux standards. Je dois dire qu'en mettant à jour et en utilisant une recension d'écrit qui vient des pays autres que les pays de l'Ouest, Europe, etc., ça a doublé le montant ici d'incompétences rapportées par les répondants à des études. Et puis finalement, le manque de communication, de collaboration disciplinaire, interdisciplinaire et les conflits d'équipe
qui ne sont pas notés en premier, mais qui sont quand même très importants et dont on va nécessairement s'occuper, surtout quand il s'agit de limite des ressources et des problèmes qui sont engendrés par la limite des ressources. Alors ici, ce sont des indications qui proviennent des études qualitatives. Et vous n'avez pas ici j'ai fait une sélection là. Et ici, il s'agit des sources systémiques, structurelles, administratives et économiques. Si ça vous intéresse pour les autres sources qui sont plus de nature clinique ou des valeurs personnelles, bien, vous vous référez au chapitre 5 du livre que j'ai écrit, qui est paru en 2019, puis que vous avez la bibliographie à la fin. Alors, qu'est-ce qu'on note là? Et puis, vous voyez qu'il y a énormément d'études qui sont mentionnées ici et de différents pays aussi. Un manque de ressources humaines, institutionnelles et financières, un personnel infirmier insuffisant, ratio infirmière-patient trop élevé, tâches trop lourdes, conflits dans les équipes et avec les gestionnaires, un environnement de travail peu éthique, on en a déjà parlé au niveau des autres études quantitatives, absence de soutien des administrateurs gestionnaires de soins et superviseurs et contraintes exercées par les politiques institutionnelles, administratives et des équilibres de pouvoir. Elmers, par exemple, c'est un auteur canadien. Il y a plusieurs auteurs canadiens là-dedans, là, mais il y a des gens de Nouvelle-Zélande, aussi de Finlande, de Suède. Donc, ce n'est pas un problème qui est propre à notre pays et à notre province. Ici, je vous ai mis les causes premières de consultation. On va le voir plus en détail, l'article en question de Hamrick et Hamstein qui font un compte-rendu de leur service de consultation en détresse morale qu'ils ont mis sur place, que Hamrick a mis sur place. Et vous voyez ici qu'on rejoint évidemment certains facteurs et certains éléments qui ont déjà été nommés. Communication inadéquate dans l'équipe, plan de traitement ambigu, absence de but des soins, soulagement inadéquat de la douleur. Alors, toutes les questions autour de la fin de vie, là, ça revient ici aussi. Manque de continuité du personnel qui compromet le soin des patients, traitement futile ou agressif, patient abusif, famille qui demande des traitements agressifs à l'encontre du meilleur intérêt du patient. Équipe qui donne des messages incohérents aux patients et à sa famille. En fait, c'est un professionnel de l'équipe va dire telle chose, puis un autre professionnel de l'équipe dit autre chose. Famille difficile et abusive qui compromet la qualité des soins et des soignants incompétents et personnel inadéquat. Alors ça, c'est à partir des consultations qu'ils ont eues. Ça se passe évidemment aux États-Unis. Leur système de santé est différent du nôtre. Il y a peut-être plus de chances encore qu'il y ait plus d'acharnement thérapeutique aux États-Unis, dans le sens que c'est plus basé sur l'entreprise privée, leur système, que chez nous. Mais il y a quand même des indications et des ressemblances entre nos deux systèmes, notamment au niveau de la gestion des équipes de soins. Les impacts sur les soins et sur le personnel soignant, parce qu'on nous répète toujours qu'il n'y a pas d'impact sur les soins, mais c'est difficile après qu'on prend connaissance de la limite des ressources, des problèmes de personnel et tout ça, c'est difficile à croire qu'il n'y a pas d'impact sur les soins. Risque élevé d'erreurs qui peuvent causer du tort aux patients et entre autres des problèmes de médication, des erreurs dans la médication. Détachement, passivité, immunisation émotionnelle, ça c'est un peu comme si face à un grand stress, on se réfugie ailleurs, on ne veut pas voir la situation. Et puis ce qu'on dit ici, c'est des infirmières qui vont se concentrer sur les soins physiques et techniques en négligeant les soins psychosociaux parce qu'elles n'ont pas le temps et ce qui leur engendre un sentiment d'incompétence. L'épuisement du personnel et le burn-out, bien ça aussi, là, vous voyez combien il y a d'auteurs qui ont recensé cet impact et jusqu'au point de l'intention de quitter son emploi et même la profession, dans le sens qu'on peut changer d'hôpital, ça existe,
mais changer de profession, ça veut dire quitter complètement la profession en question. Rétention des infirmières nouvellement diplômées au CHUM en 2010, ça, c'est une demande qui avait été faite à l'Université de Sherbrooke. Et vous voyez, les participants sont aussi des gestionnaires, conseillères en soins spécialisés, infirmières en poste. La question de recherche est la suivante. Pourquoi 52% des nouvelles infirmières en 2009 ont-elles quitté leur emploi après 24 mois d'embauche, la plupart dans les 3 premiers mois? Alors, les résultats de cette enquête sont les suivants. Lourde tâche en raison de la complexité des cas et du nombre de patients. Ratio infirmière-patient élevé. Conditions de travail difficiles, notamment instabilité des horaires. Ça inclut le temps supplémentaire obligatoire. Et il faut dire aussi qu'il y a un aspect humain de la chose, c'est que celles qui ont quitté leur emploi ne se sentaient pas les bienvenues dans le service, alors que celles qui n'ont pas quitté se sentaient plutôt appréciées. Ces données-là sont confirmées par d'autres études, au Canada notamment. Vous les avez ici. Moi, ce que je déplore, c'est que la pénurie, le gouvernement se sert toujours de la pénurie d'infirmières, mais il y a des infirmières nouvellement diplômées qui ne sont pas engagées. Alors, à un moment donné, il y en avait comme 20% des nouvelles infirmières qui n'ont pas d'emploi. Ce n'est pas parce qu'il n'y en a pas des infirmières, c'est parce qu'il n'y a pas de poste ouvert. Quand on a vu des postes permanents qui sont diminués par rapport à des postes à temps partiel ou occasionnels, ben c'est comme ça qu'on se retrouve aussi avec un personnel qui est toujours en rotation si on fait affaire, par exemple, avec des agences. Donc, les conditions de travail expliquent la pénurie. Ça crée des problèmes en gestion, évidemment. Et puis là, on étudie, certains auteurs vont étudier les conflits de rôle pour une personne qui remplit 2 rôles. Mettons une infirmière-chef qui est une gestionnaire de proximité. Elle remplit 2 rôles. Elle est dans l'administration, puis elle est aussi auprès des infirmières qui s'occupent directement des patients. Et donc, une personne, il y a une tension de rôle quand une personne ressent, lorsqu'elle trouve difficile de remplir un rôle en même temps qu'elle doit satisfaire aux obligations qui relèvent d'un autre rôle. Alors, il y a toute la question du gestionnaire par rapport aux soignants et puis des oppositions qu'il y a entre les objectifs visés. D'une part, l'efficience, l'efficacité, la rentabilité, puis d'autre part, le bien-être du bénéficiaire. J'utilise bénéficiaire ici parce que quand on est dans le milieu hospitalier, c'est sûr qu'il s'agit d'un individu. Quand on est en communautaire, c'est souvent une famille. Et quand on est en santé publique, là, c'est toute la population. Donc, amélioration de l'état de santé individuelle et générale. Et pas tant que ça l'efficacité qui est visée. On peut se poser la question d'ailleurs, est-ce qu'un hôpital, ça fonctionne comme une usine? La réponse devrait être non. Alors, les tensions entre les rôles, c'est ceux qui résultent des conflits de ça, des conflits entre l'organisation et puis la perspective clinique. Et ça fait en sorte que les valeurs de la profession sont continuellement menacées au point de répondre aux urgences plutôt que d'assurer des soins en continu. On sait très bien que notre système fait à la limite des ressources et répond toujours aux urgences en premier. Quelquefois, il faut attendre qu'un cas devienne urgent pour recevoir un traitement. Donc, il y a une impossibilité de donner des services aux usagers en temps et en quantité raisonnable. Et ça, c'est une citation par une auteure belge pour vous montrer qu'on n'est pas les seuls dans la même situation. Le grand défi des infirmières-chefs, qui pourrait être celle aussi, par exemple, d'une travailleuse sociale qui est chef d'équipe en communautaire, mettre en place un environnement de travail sécuritaire qui favorise une pratique sécuritaire, compétente, éthique, dans les conditions de limite des ressources humaines et financières. Humaines dans le sens qu'il manque des professionnels de la santé pour avoir des ratios acceptables et évidemment les ressources financières qui n'y sont pas. Alors, les problèmes éthiques en gestion sont à 3 niveaux, avec les patients, avec le personnel et avec l'organisation. Ça, c'est un résultat de recherche d'un auteur néo-zélandais, Finlande, c'est écrit là, n'est-ce pas? Heureusement, ma mémoire me faisait défaut. Et donc, elle a considéré que les problèmes d'éthique qui surviennent le plus souvent
et à au moins à chaque semaine pour la moitié des répondants, c'est la difficulté d'offrir des soins appropriés et de qualité. Et puis, par ailleurs, pour ce qui concerne le personnel, ben là, le problème le plus courant, c'est entre les membres du personnel infirmier et entre le personnel infirmier et le personnel médical. Et finalement, dans les relations avec l'organisation, c'est tous les problèmes qui sont liés à la limite des ressources, qui sont rencontrés par tous et quotidiennement par 2 tiers des participants, ce qui est énorme. Ce qui est attendu des gestionnaires, c'est beaucoup. Identifier les enjeux éthiques et juridiques dans une situation, favoriser la communication sur ces enjeux, aménager des lieux d'échange disciplinaire, interdisciplinaire, favoriser la formation en éthique dans le milieu de soins et organisation d'ateliers de travail, de forums d'échange sur les enjeux éthiques selon la spécialité. En fait, moi, je ne respecte pas les normes pour écrire mes diapos, dans le sens que pourquoi je les fais plus détaillées, c'est parce que vous pouvez les consulter après, puis vous allez comprendre quelque chose, et puis vous pouvez vous en servir par la suite. Alors, évidemment, c'est une responsabilité partagée de traiter la détresse morale des soignants, partagée par les associations professionnelles, par, évidemment, je ne les ai pas nommés ici, mais les syndicats, des hôpitaux, les administrateurs et les gestionnaires, et toutes les parties prenantes, en fait. Et puis, il ne faut pas oublier les instances gouvernementales à tous les niveaux décisionnels. Donc, pourquoi? Pour prendre conscience de l'existence de la détresse morale, développer des stratégies pour l'identifier et traiter la détresse morale, proposer des interventions. Il y en a des centres qui proposent, par exemple, je ne sais pas quoi, moi, la pleine conscience là, à des personnes qui se sentent vulnérables face à la détresse morale. Et puis, c'est important quand on propose des interventions de les évaluer par la suite. Comme ça, on peut savoir lesquelles sont plus efficaces que les autres et favoriser celles-là. Les recommandations. Briser la loi du silence. Mais en fait, moi, je dirais en plus briser les silos parce qu'il y en existe énormément dans notre système de santé et dans notre système gouvernemental. La loi du silence, ben moi, je me rappelle dans certains centres hospitaliers, quand le ministre de la Santé s'en vient, on cache tous les malades qui ne devraient pas être à l'urgence ou dans les corridors, puis on trouve des places pour les envoyer. Alors, bon, ça aussi, c'est la loi du silence. Si on ne parle pas des problèmes, on ne peut pas les régler non plus. Alors, la communication entre les instances concernées, c'est absolument primordial. On parle autrefois, on parlait de vertu, là, le mot il est moins populaire maintenant. Moi, je vous parlerai de congruence. Transparence, présence vraie, congruence. Congruence, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'accord entre ce qu'on pense, ce qu'on fait et notre parole. Donc, ça inspire confiance, puis en même temps, bien, ça nous permet d'avoir une communication efficace. Et donc, évidemment, l'importance de la communication entre les professionnels de différentes professions, mais aussi de la même profession. Et puis, les débriefings, absolument importants. Quand il arrive une situation difficile pour tous, évidemment, ça peut aider à diminuer la détresse à ce moment-là. Les recommandations pour traiter les problèmes d'éthique et prévenir la détresse, en fait, et aussi les impacts de la limite des ressources. Favoriser l'empowerment pour exprimer et définir les enjeux problématiques. De la formation en éthique. Moi, ce que je trouve, c'est qu'on a tendance à considérer l'éthique comme une discipline à part, puis dans un silo aussi. Mais l'éthique est toujours présente dans n'importe quelle intervention de soins parce que la finalité du soin, c'est la santé. Et la personne va dire que ce n'est pas éthique de favoriser la santé, n'est-ce pas? Alors donc, si on revient à la finalité des soins, on peut comprendre et justifier justement le fait que quand on a un problème, bien, le problème, il n'est pas seulement éthique, il est aussi clinique ou administratif. Et donc, il y a toujours une intégration là, dans un contexte. Alors, formation éthique, donc dans les milieux, à partir d'écrits, ça, je trouve ça particulièrement intéressant à partir d'écrits. C'est l'éthique narrative, n'est-ce pas? Parce qu'on peut faire le lien
par l'éthique narrative, on peut faire le lien entre la recherche, l'enseignement et la pratique. Donc, c'est très précieux pour ça, parce que si on parle dans les airs, mettons, comme moi je suis en train de faire actuellement, c'est moins concret. Je ne parle pas dans les airs, mais je veux dire que je n'ai pas un exemple concret pour chaque mention que je fais. Tandis que si j'utilise un récit, ben là, ça favorise la mise en contexte qui est semblable, en fait, pour différents intervenants. Et utiliser l'advocatie à tous les niveaux décisionnels, au niveau clinique, institutionnel, gouvernemental. Alors, ça, c'est dans le titre de la présentation. Donc, je trouve que c'est absolument essentiel, l'advocatie, et pas seulement au niveau clinique. On le connaît plus au point de vue clinique, mais en fait, c'est que la base de la collaboration, si on veut être capable d'avoir une collaboration, je vous parlais tout à l'heure de la finalité et des soins. Ce n'est pas juste la finalité, c'est l'équité aussi. On veut répondre aux besoins des patients, mais aussi des groupes et des communautés, éventuellement, quand on voit les choses au sens large du terme. Ici, l'exemple qui est donné, c'est un exemple par le contraire, si on peut dire. C'est la pandémie qui a mis de côté toutes les interventions chirurgicales pour ne pas surcharger les soins intensifs. Ça n'empêche pas que les personnes qui n'ont pas eu leurs soins vont en subir des conséquences graves, dans le cas de l'oncologie surtout. Par exemple, plus de traitements ou augmentation des symptômes ou autre chose même plus dramatique. Alors, je me souviens, autrefois, on parlait des limites là, quand on envoyait certaines femmes pour détection de cancer, soit aux États-Unis, après ça, ça a été à Trois-Rivières, parce qu'on manquait de techniciens. Ben, en fait, c'est qu'on était toujours à la limite. On était toujours à la limite du temps pour faire ces examens-là, de façon à intervenir de manière appropriée et proportionnée et pas créer des conséquences qui pourraient devenir irréversibles, par exemple. Alors, l'exemple d'advocatie au niveau clinique ici, c'est une dame de 70 ans, qui est 78, pardon, diabétique, amputée des deux jambes, et est atteinte de défaillance cardiaque congestive et de démence légère. Elle est admise dans un centre de réadaptation et son but à elle, c'est de marcher de nouveau. Elle est déterminée à retourner chez elle parce qu'elle veut s'occuper de ses petits-enfants. Et l'infirmière, donc, s'aperçoit que la prothèse droite, elle est mal ajustée, ce qui cause des chutes. Ça cause tellement de chutes qu'à un moment donné, la dame avait même pu essayer de marcher parce qu'elle a peur de tomber. Donc, l'infirmière a noté justement non seulement la prothèse mal ajustée, mais aussi la détermination et son esprit de collaboration de cette dame qui fait malgré tout du progrès avec sa prothèse qui est mal ajustée. L'ergothérapeute va confirmer que la prothèse droite a un problème, tandis que le physiothérapeute, lui, nie le problème et considère qu'il n'y a rien à faire. Le médecin traitant, lui, signe le congé de la dame au bout de 2 semaines, sans plus de recommandations. Autrement dit, il faudrait qu'elle se serve, par exemple, d'une chaise roulante qu'on lui fournit, mais aucune recommandation pour comment s'en servir. L'infirmière, elle s'aperçoit de cette prescription pour le congé et donc, elle s'en va parler avec le médecin traitant. Et elle apprend que lui, il considère que la dame n'est pas une bonne candidate pour une nouvelle prothèse parce qu'elle a une désorientation dans le temps. Vous direz que ça n'a rien à voir avec le but de la prothèse, là, mais en tout cas, je vous laisse juger là-dedans. Moi, au point de vue d'éthique, je dirais qu'il y a un problème d'équité. L'infirmière argumente que la dame a développé de nouvelles habiletés, qu'elle manifeste une volonté hors du commun pour retrouver son autonomie physique. Donc, elle demande une réévaluation parce que quand elle avait fait le test au bar parallèle au début de son hospitalisation, elle n'avait pas très bien réussi, elle n'avait pas réussi à passer le test.
Alors là, l'infirmière, elle demande un nouveau test, puis elle dit qu'elle a perdu du poids, que son problème cardiaque est mieux contrôlé. Et donc, elle obtient un nouveau test au bar parallèle. Et puis là, la dame réussit à faire 12 mètres à l'aide de son déambulateur. Alors, à partir de là, le physiothérapeute est convaincu. Le médecin, lui, il revoit sa décision de congé. Et puis, le prothésiste, il commande une nouvelle prothèse. Et puis, quand elle obtient sa nouvelle prothèse, finalement, elle réussit à parcourir 90 mètres à l'aide du déambulateur. Alors, voyez-vous l'intervention qui a été faite ici et qui a permis, grâce aux démarches de l'infirmière, de répondre d'une meilleure façon aux besoins de cette personne-là. Alors, qu'est-ce qu'on suggère au point de vue de l'advocatie au niveau clinique? C'est des rencontres et puis des rondes aussi multidisciplinaires, des réunions interprofessionnelles liées au plan de soins. On suggère aussi, et ça vient davantage en lien avec la situation qui a été présentée précédemment. Indépendamment de ça, on suggère, je l'ai déjà mentionné, mais je le répète, les debriefings après une situation difficile et des politiques communes à adopter, notamment concernant les soins de fin de vie. Au niveau mésodécisionnel, il s'agit de favoriser la communication et la collaboration entre les membres d'une même profession et les membres de professions différentes qui travaillent dans le même domaine. Les réunions d'équipe et d'unité favorisent la réalisation de cet objectif. Les réunions peuvent aborder des enjeux problématiques dans leurs échanges, faire un point à l'ordre du jour aussi des réunions, ou inclure toujours les questions d'éthique dans les réunions d'unité, par exemple, de service. Rédiger des politiques de soins qui font consensus et qui sont connues de tous, par exemple, sur les procédures d'application des niveaux de soins et d'intervention médicale. Les NIM, en fait, ce qu'on appelle les NIM. C'est un exemple qui est donné ici. Mais quand on a une politique dans un service, si jamais il y a un problème qui se retrouve devant les tribunaux, les juges et puis les avocats en tiennent compte du fait qu'il existe une politique. Donc, ça protège tout le monde plutôt que de mettre la responsabilité sur une seule personne. Et puis, finalement, l'advocatie au niveau macro-décisionnel. Évidemment, on souhaite que les leaders, les syndicats, les associations professionnelles, gestionnaires, qu'ils puissent centrer leurs arguments sur la nécessité d'une réforme en profondeur de notre système de santé visant le bien-être des patients et des soignants, en s'assurant que la base soit consultée. Pourquoi la base doit être consultée? Bien, en fait, c'est parce que c'est la base qui sait comment ça se passe dans la réalité concrète des soins. Et puis aussi que le modèle qu'on appelle top-down, utilisé ici, échoue en fait à considérer adéquatement les besoins de la base. Donc, il faudrait implanter un modèle qui tient compte en premier lieu des besoins des patients et non pas en premier lieu des économies dans le service. Évidemment, on s'attend aussi à ce que les professionnels de la santé concernés prennent la parole, par exemple, dans des commissions parlementaires comme celle qui a été faite sur la question de fin de vie, dans des campagnes de promotion ou de prévention des médias. Et puis, toujours privilégier les modes consultatifs aux modes directifs. Alors, on peut s'inspirer aussi du livre de Marie-France Reynaud qui a écrit sur le modèle scandinave, de bon sens à la scandinave. Moi, j'ai trouvé ça fascinant. J'aimerais ça que tous les politiciens le lisent. Puis, pour augmenter les ressources financières, on pourrait s'unir aux autres provinces pour négocier le coût des médicaments et des produits pharmaceutiques qui maintenant sont continuellement en augmentation. Et puis, en dernier lieu, le service de consultation sur la détresse morale, créé d'abord en 2006, ensuite en 2012, s'unit au service d'éthique clinique et puis se rend compte que les problèmes dépassent souvent l'individu et concernent l'unité et le système de gouvernance. Il y a 14 membres, 7 doivent répondre à des consultations, rencontres hebdomadaires où on s'aperçoit qu'on fait des liens entre les cas individuels et l'unité en cause et même les enjeux systémiques. Donc, cette façon de faire sert de mécanisme à l'amélioration de la qualité.
La consultation est initiée par un gestionnaire ou une infirmière praticienne ou encore demandée par le comité d'éthique. On planifie une rencontre d'1 heure où là se trouvent 2 personnes qui font partie du comité, un qui est facilitateur, l'autre qui prend les notes. Et là, c'est intéressant parce que n'importe qui négocie dans une réunion, qui préside une réunion, on va dire, peut s'inspirer de cette approche. Le facilitateur expose la procédure et encadre la discussion comme espace sécuritaire, invite le groupe à décrire la situation en s'assurant que tous prennent la parole, aide l'équipe à négocier les différences et à arriver à un consensus et finalement, pas finalement parce que ce n'est pas encore fini, aide à identifier là où les actions justes, en anglais c'est right, c'est quoi? C'est en accord avec les valeurs et les standards professionnels. Et on a la chance au Québec que nos codes de déontologie ont une portée légale. Donc, c'est particulièrement intéressant de les utiliser et c'est une protection aussi en même temps. Aide à prioriser des stratégies pour lever les barrières et puis assume la situation, résume, pardon, la situation, les actions préconisées, les barrières, les stratégies. Et puis finalement, il y a un résumé confidentiel qui est envoyé à la personne qui a fait la requête. La personne qui a fait la requête, elle peut s'en servir par la suite. Confidentiel, ça ne veut pas dire qu'elle ne doit pas, elle, l'utiliser auprès d'autres personnes. Les changements observés, augmentation de la confiance et de la volonté pour prendre la parole, disposition plus grande à l'analyse plutôt que sauter rapidement aux conclusions, puis en entendant l'opinion des autres, bien, ça relative aussi la position unilatérale de certains participants. Augmentation de l'habilité à s'engager dans des enjeux qui lient le soin individuel aux soins préconisés au niveau de l'unité. Là, on parle d'un patient mourant dans une unité et de soins intensifs. L'infirmière gestionnaire apporte le résumé de consultation à l'équipe médicale. Celui-ci demande une consultation et puis à la suite de quoi, ben, les 2 groupes initient ce qu'on appelle un task force, je n'ai pas voulu traduire le terme, pour traiter des modalités de l'arrêt de traitement en dehors de l'unité des soins intensifs. Et puis, sur la collaboration, on se rend compte qu'il y a un rapprochement des médecins et des infirmières qui se rendent compte qu'ils doivent faire face à des difficultés similaires. Et puis, comme il y a certaines consultations réunissent à peu près toutes les disciplines, bien, c'est sûr qu'il y a une meilleure collaboration et communication. Au niveau de l'organisation, en fait, il y a certains problèmes qui ont pu remonter jusqu'au niveau administratif. Et l'exemple donné ici, c'est la sécurité du personnel et des patients qui a donné lieu finalement à un plan stratégique institutionnel, donc en matière de sécurité. Et j'arrive à la conclusion. La limite des ressources, en fait, influe sur les pratiques, sur la santé des soignants et les soins des patients. La détresse morale n'est pas le fait des personnes trop sensibles ou incapables de prendre leurs responsabilités. Quand n'interviennent pas des pratiques, dans les pratiques des facteurs systémiques et organisationnels, une responsabilité commune à faire changer les choses. On a présenté des moyens pour minimiser les impacts, mais ces moyens-là impliquent toujours ce que j'appelle les 3 C, communication, collaboration, contribution. Je m'arrête là, je suis un petit peu en retard, puis je m'en excuse. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je pense que oui, il y a des applaudissements justement pour une présentation très, très riche, riche en contenu, très bien structurée aussi avec beaucoup de messages, beaucoup de pistes d'analyse, de réflexion. Donc, je vais vous demander, pour ceux qui ont des questions, des commentaires, de les écrire sur le chat parce qu'on est quand même 60-70 aujourd'hui au séminaire, donc pour éviter la cacophonie. Donc, je vais commencer peut-être essayer de lancer une première question ou commentaire qui était par rapport aux plus jeunes membres d'une équipe, par exemple. Les plus jeunes infirmières sont souvent demandées, par exemple, de faire du temps supplémentaire, de faire certaines tâches. Donc, comment on tient compte de facteurs niveau de développement dans une profession, cheminement dans une carrière, puis d'un autre côté, être capable de faire face à des situations de détresse morale? Est-ce que c'est quelque chose qu'on apprend
avec le temps? Est-ce que c'est quelque chose qu'on doit un peu calibrer, préparer les plus jeunes à gérer les situations difficiles? Donc, peut-être une première piste, première question. Oui, bien alors, je dirais que généralement, les études vont tenter de faire le lien entre les années d'expérience d'une infirmière et son degré de détresse morale. Mais il n'y a pas d'unanimité là-dessus du tout, même que il y a certaines études qui vont dire que les personnes qui sont plus expérimentées sont plus susceptibles de vivre une détresse morale, probablement parce qu'elles prennent plus de responsabilités aussi. Alors, c'est pas clair, ça. C'est sûr que dans toute profession, il y a plus de stress au début d'une carrière parce qu'on ne connaît pas le contexte, on ne connaît pas le milieu, puis souvent on a des connaissances qui nous présentent les choses d'une manière un petit peu idéale. Mais la détresse morale, quand on dit qu'elle se définit à la fois par la fréquence et par l'intensité. Alors, donc, quand il y a une intensité très forte et une fréquence très courte, c'est-à-dire que ça se produit souvent et même on a donné des exemples là, en dedans d'une semaine pour la limite des ressources, ben, à ce moment-là, peu importe l'âge, la personne, elle a un problème parce qu'elle est incapable de fonctionner, en fait, dans une situation qui va trop à l'encontre de ses valeurs morales. Peut-être, je ne vois pas d'autres questions, donc je vous encourage à en présenter, à en écrire. Peut-être une qui me vient à l'esprit, c'est qu'on a tendance, peut-être à cause le nom qu'on donne à ce phénomène-là de détresse morale, de le voir comme étant essentiellement négatif. C'est sûr, comme vous l'avez expliqué, c'est une expérience négative, mais parfois, dans la littérature, on a l'impression que c'est quelque chose qu'on devrait peut-être essayer d'éliminer, où il y a comme une tendance parfois à voir ça comme étant comme essentiellement négatif, mais est-ce que ça fait aussi partie de ce qu'on est, puis que c'est important de comprendre la détresse morale, de l'accueillir? Donc, est-ce qu'il y a dans la littérature ce genre de vision-là que c'est quelque chose de négatif, ou est-ce qu'il y a des institutions, des programmes qui le gèrent de cette façon-là? Et est-ce qu'il y a d'autres approches qui sont peut-être un peu plus réflexives puis qui voient une opportunité pour remettre en question les contextes qui sont souvent... je vous reviens dans un instant pour une question. Donc, je m'arrête là. Oui, ben en fait, je reviendrai à la définition de Anne Cellier à propos du stress. Il y a du stress positif, puis il y a du stress négatif. Le stress positif, c'est comme celui que j'ai eu à préparer cette présentation, n'est-ce pas? Alors, le stress négatif, c'est celui qui nous freine et qui nous empêche de bien faire notre travail, d'être satisfait de ce qu'on fait, etc. Donc, c'est sûr que la détresse morale, c'est un stress négatif. Parce que quand on est rendu, vous savez, moi, j'ai un petit peu écourté sur les questionnaires. Mais dans les questionnaires sur le stress qui provient de la détresse morale, il y a toujours l'intensité et la fréquence qui sont considérées. Et donc, depuis 2004, en fait, même 2002, il y avait déjà Frey, qui était une infirmière militaire dans l'armée, qui avait remarqué que plus une personne est soumise de manière fréquente à un même stress, ben, ça fait en sorte qu'à un moment donné, elle ne peut plus. Là, ça devient de la détresse. Ça devient de la détresse morale parce qu'elle est incapable de changer le contexte ou de changer le cours des choses. Elle s'aperçoit qu'elle est toujours face au même problème et que ça ne change pas. Et c'est ça le problème. Et c'est effectivement la détresse morale, c'est pas quelque chose de positif. Il existe un stress positif, celui qui nous permet d'avancer,
celui qui nous permet de bien remplir notre rôle. Et si on parle d'éthique, de respecter les valeurs de notre profession. Mais un stress qui nous empêcherait de respecter les valeurs de notre profession nous place en conflit d'intérêts à l'intérieur de nous et menace notre intégrité morale. Merci de l'explication. Monsieur, on va prendre la question peut-être à l'oral. On va faire une exception. Une brève question, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Je suis David René Manque. Je dis merci beaucoup à Madame la professeure Jocelyne, une fois encore pour ce qu'on lui connaît et pour cet exposé qui nous va droit au cœur. Et je voulais juste lui demander très simplement si quelqu'un qui n'est peut-être pas spécialiste dans le domaine lui demandait en termes terre à terre simple, c'est quoi l'advocacy premièrement, et puis nous avons constaté avec l'intervention de l'armée, des forces armées au niveau des CHSLD, qu'il y avait quand même un répit, un mieux-être. Est-ce que dans les forces armées, on peut dire qu'il y a plus ou mieux d'advocacy que dans nos instituts sanitaires traditionnels? C'est un peu ça ma question. Merci beaucoup. Oui, ben, je commencerai par répondre à la deuxième question. C'est pas l'armée en soi qui aurait plus de dons pour l'advocacy, mais je pense qu'ils ont mis de l'ordre par contre. Alors, si on dit qu'il manquait un gestionnaire responsable, ben eux, ils sont formés pour prendre des décisions et puis pour agir. Donc, dans ce sens-là, oui, ils ont un peu redressé les choses et puis ça a été bien apprécié, leur intervention. Pour ce qui concerne l'advocacy, je dirais que c'est prendre la part des patients, des groupes ou de la population en matière de santé. Autrement dit, d'être capable de faire la promotion de bonnes interventions en santé auprès de toutes les instances qui sont concernées. Et c'est sûr que les budgets de santé sont élevés, mais on ne les a pas augmentés en fonction des besoins qui augmentent dans notre société, notamment à cause du vieillissement de la population. Donc, on est toujours avec des ressources qui limitent les interventions qui pourraient être les plus appropriées. Vous allez me dire, ben, on n'est pas obligé de faire ce qui est le plus approprié. Bien, effectivement, on ne fait pas ça, mais en même temps, ça cause des problèmes moraux et même de santé. Quand on parle de burn-out, c'est la santé physique aussi qui est menacée par ce fait d'être toujours confronté à des situations où on est incapable d'agir en fonction de ses valeurs professionnelles. Moi, je pense qu'on a quand même un bon outil au Québec avec le Code de déontologie qui a une portée légale. Et puis, on pourrait s'en servir. On pourrait s'en servir pour dire non à une famille qui demande des soins inappropriés au lieu de les faire pareil. Alors, qu'on prenne notre place un peu, là, les professionnels. Et puis, au lieu que ce soit le fardeau qui revienne justement à la base, actuellement, c'est ça qui arrive dans le système de santé. Ce sont les professionnels qui sont directement en contact avec les patients, qui écopent de la manière dont c'est géré dans l'ensemble du système. Donc, c'est malheureux, mais pour moi, l'advocacy, je ne le vois pas juste au niveau, j'ai donné un exemple concret au niveau clinique, ça nous inspire, mais en même temps, on pourrait reporter cet exemple-là à un niveau supérieur et dire, si les instances pouvaient se consulter, il y aurait probablement des changements qui se feraient dans notre système de santé. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de... Il y avait des articles dans le Devoir, entre autres, la semaine dernière, sur des personnes retraitées de CLSC et sur aussi des gens de santé publique. Il y avait M. Rochon, entre autres, M. Fournier, qui préside l'École de santé publique, qui est doyen de l'École de santé publique. Et les deux demandent des réformes en profondeur.
Donc, c'est pas qu'une petite chose. Et puis moi, ben, j'ai étudié la détresse morale actuellement, là. Mais ça veut dire qu'il y a des conséquences graves sur la santé des professionnels de la santé à cause de la manière dont le système de santé est financé et géré. Pendant ce temps-là, ben, les compagnies pharmaceutiques, ben, aussitôt qu'il y a un nouveau médicament, il est plus cher que l'ancien, il n'est pas nécessairement meilleur. Il y a des études qui ont été faites là-dessus par un chercheur de Colombie-Britannique qui s'appelle Morgan. Et puis, son point, lui, c'est de dire, écoutez, il faut à un moment donné limiter les coûts et au moins négocier avec les compagnies pharmaceutiques ce que font d'autres pays et ainsi ben, arrêter cette recrudescence de coûts là, qui n'a pas de limite à un moment donné. Parce que c'est notre système de santé, on en paye 60 de l'assurance médicaments. 60 c'est le Québec, puis 40 les assurances privées. On va devoir s'arrêter ici sur cet échange-là. Je vais demander à Simon de nous annoncer le prochain événement dans la série. C'est, je crois, le jeudi 8 octobre. Oui, On va mettre justement en le 8 dialogue octobre. M. Rochon qui a été mentionné. Voilà, c'est le 8 octobre prochain. Donc, avec les anciens ministres Michel Clerc et Jean Rochon. Donc, ce sera le 8 octobre 2020. Et je suis vraiment très heureux d'assister à cette présentation. Et merci beaucoup pour la présentation, professeur Jocelyne Saint-Arnaud. Et on se donne rendez-vous le 8 octobre. Et je pense qu'on va prochainement, comme on l'a fait avec cette conférence, fournir les informations à ceux qui voudraient bien assister à la conférence de Michel Clerc et de Jean Rochon. Donc voilà, je remercie tout le monde pour avoir bien voulu participer à cette conférence. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. C'est moi qui vous remercie. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir.